Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Docteur Papra Lignan est notre invité à la sécurité de proximité. Il vient de publier à l'Harmattan un livre intitulé Sécurité de proximité, mode d'emploi. L'auteur est aussi avocat et expert en criminologie. Bonsoir Papra Lignan. Bonsoir Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. La publication de votre ouvrage intervient dans un double contexte. La menace terroriste qui se fait de plus en plus précise sur notre pays et la tenue à Dakar depuis ce lundi d'un forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Quel est l'objectif que vise votre ouvrage? Mon ouvrage pose la réflexion sur la réalité du phénomène déjà. D'une part, est-ce que le terrorisme est un mythe ou une réalité? Mais aujourd'hui, tout le monde s'est mis d'accord que c'est une réalité. Ça concerne tout le monde. Le pays qui se dit que ça ne me concerne pas, c'est parce que le pays-là doit se considérer que je suis exclu du monde, parce que c'est un phénomène mondial. Donc, dans ce livre, vous allez trouver que nous essayons de trouver une réponse. Aujourd'hui, la réponse militaire a ses limites. Et je suis heureux de constater qu'à l'occasion du forum, tous les intervenants abordent sur la prévention. Donc, on a souvent dit, il y a quelqu'un qui disait que vaut mieux gagner la paix que gagner la guerre. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Mais donc, maintenant, la question, la réponse qui n'a pas été donnée, c'est comment gagner la paix. Pour gagner la paix, nous avions fait des propositions par rapport à la sécurité, au concept de sécurité citoyenne. Parce qu'on a toujours analysé la sécurité comme une question de l'ordre public. Mais aujourd'hui, on a inventé, avant l'apparition de mon livre, ce qu'on appelle la police de proximité. Au Sénégal, l'innovation, c'est de compter sur les citoyens. C'est-à-dire, on fait appel aux citoyens pour participer à leur propre sécurité. Et ça, c'est important. Oui. Mais avant d'aller plus loin, restons sur la question du terrorisme. Pourquoi vous pensez que la prévention est le moyen le plus efficace contre le terrorisme? Vous pensez que les armes ne servent à rien contre les terroristes? Non, il faut combiner la réponse militaire à la réponse civile, la réponse sociétale. Parce que je pense que si on fait une bonne prévention, on ferait l'économie de moyens et l'économie de répression. Et je pense que personne ne souhaite que les carottes soient cuites pour après intervenir après coup. Le président Macky Sall, lors de son intervention tout à l'heure, parlait de la nécessité de mettre nos efforts sur la prévention que d'attendre, que de travailler sur le côté curatif. Il a dit, effectivement, ça a été quand même une observation de taille. Et vous dites que c'est le meilleur moyen d'éviter au Sénégal une attaque terroriste? C'est le meilleur moyen. Vous savez, Mamadou, avant, je donne l'exemple des mosquées. Quand quelqu'un venait dans un quartier, on lui demande de les trouver pieds à terre, dormir dans une mosquée. Les délégués de quartier, aujourd'hui, sont dépossédés vraiment de leur pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen d'apporter une réponse, c'est de combiner toutes les couches de population, notamment les délégués de quartier, les imams, la formation des imams, parce que le président en a parlé tout à l'heure, et de voir aussi les citoyens en leur inculquant des valeurs civiques, afin qu'à chaque fois que quelque chose se passe dans les quartiers, mais il alerte la police et la gendarmerie. Donc moi je pense que c'est avec l'ASP, par exemple, 10 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national, ce maillage national inédit, on peut se soutenir sur ces jeunes qui sont déjà natifs des quartiers pour pouvoir apporter vraiment des informations que les acteurs régaliens peuvent ne pas avoir. Justement, en votre qualité de criminologue, parce que vous avez aussi cette casquette d'avocat, nos forces de sécurité et de défense et notre justice sont-elles préparées à faire face à ce phénomène appelé terrorisme? Oui, effectivement, je pense qu'il y a un problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'évolution du terrorisme, la criminalité organisée,
ils sont plus adaptés, accessibles à la nouvelle technologie. D'autant plus qu'ils ont l'informatique qui facilite la tâche. Ils sont là, ils ont tout le temps pour se parfaire par rapport au passage à l'acte. C'est pourquoi nos corps de sécurité et de défense doivent s'adapter aux nouvelles donnes en se formant, en faisant appel à des spécialistes, notamment des ingénieurs en balistique, notamment des ingénieurs en informatique. D'ailleurs, avec l'avènement de l'informatique, le directeur, la direction de l'automatisation du fichier du ministère de l'Intérieur avait fait dans le temps appel à 2 ingénieurs en informatique pour pouvoir vraiment mettre la sécurité publique au même rythme que le développement informatique. De la même manière, dans d'autres domaines, il va falloir faire appel à des spécialistes, prendre des ingénieurs, des biologistes, des médecins pour en faire des policiers. C'est ça qui va rendre la police scientifique et technique. Et je pense qu'on est vraiment à l'ère de ce temps. Et vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste parce que le directeur général de la police aborde dans ce sens. Je connais ses discours par rapport à cette nouvelle donne. Je sais quelqu'un qui est très attaché à la formation et au rapport entre police et citoyen. Et je pense qu'avec cette combinaison, on peut avoir vraiment une sécurité efficace et une sécurité durable. La justice ne devrait pas être en reste. On a vu ailleurs des magistrats spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Oui, effectivement. Oui. Par exemple, en France, quand on parle de terrorisme, on a toujours l'esprit, le regard sur un juge. Oui. Quand on parle de problèmes financiers, on a un regard sur un tel magistrat. Oui. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudra porter l'affaire. Essayer de spécialiser des magistrats antiterroristes, formés sur ces questions-là. Et je pense qu'avec ça, on peut arriver vraiment avec un très grand centre de recherche sur la question. Parce que la recherche et l'analyse est à la base de tout. Parce qu'avant de combattre un phénomène, il faut le comprendre, il faut l'analyser, il faut le quantifier. Et je pense que tout cela mérite vraiment une reconfiguration des méthodes déjà utilisées jusque-là. Est-ce qu'un rattachement de nos forces, en tout cas de 2 forces de sécurité très connues des Sénégalais, la police et la gendarmerie, est aujourd'hui une nécessité pour faire face au terrorisme? Bon, moi, je pense que c'est une question de... Parce que pour dire le rattachement, ce qui a motivé le rattachement, c'est la mutualisation des moyens, la mutualisation de la stratégie à mettre en œuvre. Mais, bon, je peux parler, j'ai l'exemple de la France, on a commencé par le rapprochement en 2002. Jusqu'en 2009, on a procédé au rattachement. Et je pense qu'il va falloir regarder vraiment la question par rapport à ça. Bon, si... Par exemple, on rapproche les 2 corps, ils vont se comprendre mutuellement. Chacun va garder son identité militaire, l'autre l'identité civile. Et je pense que ça ne va pas amener de frustration. Et je pense que c'est là où vraiment qu'il faudra commencer, rapprocher les 2 corps avec une structure autonomes, donc qui les portent ensemble. Et je pense qu'au fil du temps, on va aboutir naturellement au rattachement. On peut prendre des raccourcis aussi. On n'est pas obligé de passer par le même chemin que la France ou d'autres pays, non? La difficulté résulte du fait que le rattachement a été toujours difficile. Quand on en a parlé, ça a suscité, on se rappelle des débats suscités sur cette question, par cette question. Mais je pense que le fait de les faire cohabiter ensemble pendant un certain moment, ils vont s'apprendre mutuellement, apprendre à travailler mutuellement, utiliser les moyens ensemble. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, le rattachement est utile, effectivement, parce que c'est la mutualisation des moyens et puis une stratégie commune. Et je pense que nous, on est vraiment pour. Mais il va falloir faire ça de manière vraiment progressive. Voilà, progressive. Alors, sécurité de proximité, mode d'emploi, je reprends le titre de votre ouvrage. Êtes-vous en train de dire que l'ASP, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, dont vous êtes le directeur général, est un modèle à dupliquer? Bon. Je pense qu'on a réfléchi sur un concept. Il y a plusieurs concepts dans le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on aborde la question de cette manière. S'orienter la réponse citoyenne, une sécurité citoyenne,
Donc, c'est pour la première fois qu'on pose cette question de cette manière. Et je pense que l'ASP peut être vraiment dupliquée, mais en tenant compte des réalités du terrain. Parce qu'on ne peut pas dupliquer de manière automatique, mais toujours il faut voir le contexte sociologique, le contexte économique pour pouvoir mettre en œuvre un projet pareil. Parce que Quid des vives critiques que vous aviez essuyées au moment de votre lancement? Certains n'ont pas hésité de vous qualifier de milice privée. Oui, bien sûr, c'est normal. On est dans un pays démocratique. Qu'est-ce que cette critique est devenue? Voilà, Est-ce qu'elle est toujours présente? Non, mais oui. ça c'est derrière nous. Oui. Vous le savez bien qu'aujourd'hui, c'est normal. Toute innovation vraiment est difficile. L'ASP, quand on l'a lancé, les gens ont parlé. Mais je pense que rien ne vaut l'acte. L'acte est sacré, mais la parole est libre. Aujourd'hui, tout le monde s'est mis d'accord que tout ce qui a été reproché à l'ASP, c'est pourquoi dans le livre, on parle des négativistes, des confusionnistes et des positivistes. Chacun avait son point de vue, donc il fallait respecter le point de vue des autres, des uns et des autres, et essayer de faire en sorte que l'ASP soit au service des populations, que soit bien apprécié. Aujourd'hui, tout le monde apprécie. Oui, 2 ans après, quel est le bilan qu'on peut tirer? C'est un bilan de votre très positif, d'autant plus que l'ASP, aujourd'hui, toutes les collectivités, la police en a pris 2000, les collectivités locales 2000, la gendarmerie 1000, le reste vraiment est distribué auprès des ministères de l'environnement, de l'élevage. Chacun. Il y a une collaboration aujourd'hui entre vous, ASP, et les autres certaines structures de l'État, comme la police, la gendarmerie? Vous savez, la tutelle de l'agence, c'est le ministère de l'Intérieur. Je pense que ce n'est même pas une collaboration, donc c'est normal que c'est automatique. Oui, on avait suivi à l'époque, il y avait beaucoup de réserves. Non, mais c'est normal. Les policiers pensaient que vous étiez venu pour prendre leur place, les gendarmes peut-être la même chose. Non, c'est ignorer que la police a beaucoup participé et la gendarmerie à la mise en place du concept de gouvernance sécuritaire de proximité. J'étais vraiment l'expert qui avait été désigné pour coordonner cela. Donc, je pense que ceux qui disaient cela ignoraient que la police était partie prenante. Et il y a certains même qui parlaient de Weber. Je pense que notre ami avec Justin qui parlait de Max Weber, monopolisation de la violence légitime. Il ne sait pas que Max Weber, qui avait développé cette thèse, est revenu sur cela en disant que cette monopolisation de la violence légitime pouvait être déléguée à condition qu'elle soit encadré par l'État. Donc vous voyez que chacun se faisait vraiment son idée de cette agence, mais aujourd'hui tout ça c'est derrière nous. Alors, le terrorisme, et ce sera la dernière question sur ce sujet, aujourd'hui quand même l'actualité, vous la suivez, c'est des imams qui sont arrêtés, inculpés, des femmes voilées. Vous vous attendiez à cette suite presque un peu dramatique des choses au Sénégal, un pays toujours donné en exemple, pays de paix, islam modéré, avec des confréries qui constituent une sorte de soupape de sécurité. Vous êtes étonné de ces développements? Non, je ne suis pas étonné. Là, c'est de la même manière ce que je disais tout à l'heure. Chacun a ses appréciations. Vous savez, le président de la République, donc, qui est aujourd'hui l'inspirateur de ce concept de gouvernance sécuritaire de procès, c'est sa vision. Donc, parler tout à l'heure, nous avons notre islam. Un islam modéré, un islam avec vraiment qui laisse la place à tout le monde. Chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, chacun a le droit de choisir sa religion. Aujourd'hui, nous avons cet islam qu'on doit conserver. Mais je pense que ce qu'il faudra voir de l'autre côté, c'est le discours radical qui est là. Parce que quand on promet quelqu'un le paradis, on lui a quelqu'un qui a l'argent, la drogue, etc. C'est là où il faudra canaliser la pauvreté avec le terrorisme. Ça, c'est un problème. Parce que les jeunes, il faut les occuper, sinon il faut les occuper, sinon ils nous occupent. Donc maintenant, et puis le discours radical est très puissant par rapport au discours à celui qui ne donne rien aux jeunes. On a souvent dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un
qui ne travaille pas, qui est là, qui n'a pas les moyens de subsistance, est très accessible au discours. Ce qu'il faudra faire, c'est mettre ces jeunes-là de notre côté, comme on l'a fait au Sénégal. Avec l'agence 10 000 jeunes, c'est très important, c'est à saluer. C'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, d'un seul coup, on recrute 10 000 jeunes dans le domaine de la sécurité ou ailleurs. Question à l'avocat Pape Khalignan. L'affaire Lamine Diack, notre compatriote, ancien président de l'IAF, mis en examen par le juge français Ruimbek, qui a bâti sa réputation d'ailleurs sur la lutte contre la corruption. Lamine Diack mis en examen pour corruption passive et blanchiment d'argent présumé. Cet après-midi, l'Agence mondiale antidopage a fait face à la presse pour demander la suspension provisoire de M. Diack de toutes ses fonctions. Quelle réflexion elle vous inspire en tant qu'avocat? Non, c'est pour dire que aussi quelqu'un qui est mis en examen, ici au Sénégal on parle d'inculpation, mais en France on parle de mise en examen, ne veut pas dire quelqu'un qui est coupable. On est à la phase d'instruction. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Les mesures qui ont été prises sont des mesures conservatoires, comme quelqu'un pour qui on a prononcé un contrôle judiciaire, prendre le passeport, interdiction de sortie du territoire. Et c'est normal, quelqu'un qui est accusé avec ces délits. Il a également été placé en garde à vue. Oui, mais c'est normal. Le placement en garde à vue, je pense que c'est la police. Donc ça, c'est au niveau vraiment de la policière. C'est normal aussi. C'est des mesures aussi conservatoires. Ça ne va pas dire être coupable parce que quelqu'un peut être innocent. Il est interrogé par la police et puis après aller devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou renvoie devant le tribunal s'il n'y a pas des éléments, s'il y a des éléments suffisants. Mais si la personne a une ordonnance de non-lieu devant le juge d'instruction, ça ne passera pas devant le tribunal. Si ça passe devant le tribunal, la personne aussi bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Le tribunal peut déclarer coupable ou non coupable. Donc je pense que arrêtons d'anticiper sur les décisions judiciaires en faisant le procès public, mais de toute façon, c'est la justice, le dernier mot revient à la justice. Pape Khalignan, directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Il est auteur de ce livre, Sécurité de proximité, mode d'emploi. Merci d'être venu au journal de 20h de TFM. Merci. Chérif, c'est fini pour ce soir. Demain, le rendez-vous, c'est avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.